bonjour à toutes et à tous, en présentiel et en distanciel. Alors, c'est toujours délicat de passer derrière un collègue avec qui on travaille depuis longtemps et sur les mêmes objets parce qu'évidemment, tout a été dit. Et donc, je constate que les sociolinguistes font du droit, puisque j'ai compris toute la présentation d'Alain et qu'il a parlé de loi, de charte, de la loi ukrainienne qui a été abrogée, de la loi Molac, de l'article 75-1 de la Constitution. Donc les sociolinguistes font du droit. Et moi, je n'ai plus rien à vous dire. Il a dit tout ce que j'allais dire. Donc vous voyez que c'est un regard croisé où on parle quasiment la même langue, puisqu'on dit les mêmes choses. Vous verrez, il y a quand même, et c'est là où c'est intéressant, des petites divergences, beaucoup de convergences et des divergences. Donc, alors autant les sociolinguistes font du droit, autant la juriste que je suis est très mauvaise en sociolinguistique et en linguistique en général. Donc, je vous prie de m'excuser par avance des manques qu'il peut avoir, mais je vais rester sur ma partie juridique, si je puis dire. Déjà, en me demandant d'abord, est-ce que... Alors, j'y reviendrai après. Je voulais, parce que j'ai préparé mon PowerPoint comme ça, mais Alain l'a déjà dit, je voulais faire cette petite introduction avant, mais comme mon PowerPoint n'était pas sur l'écran principal, sur l'ordinateur principal, je ne l'ai pas dit. Alain l'a dit, ce séminaire s'inscrit dans le cadre de ce projet porté à la MSH par Alain et moi. Et permettez-moi de ne pas aller sur la base, je voulais le faire pour vous montrer les notions qui ont été retenues, il y en a beaucoup. Je vous laisserai et mon PowerPoint à disposition et je vous emmènerai sur la base dans quelques minutes normalement. Et Alain l'a rappelé, dans le cadre de ce projet, nous avons organisé 2 séminaires pour introduire les notions qui existent en langue serbe, c'était nouveau dans la base, et pour compléter, puisque des notions existaient déjà en langue basque, mais nous les avons complétées, et puis ça a été aussi un travail qui nous a permis de voir ce qui était à améliorer ou à corriger sur la base. Et nous avions pour ces 2 séminaires également, dans le cadre de ce projet, eu le secours ou l'assistance salutaire de 2 stagiaires, étudiantes en M2, tantôt à Montpellier et tantôt ici à Bordeaux-Montaigne avec nous. Donc, on va parler de langue, même si Alain a beaucoup parlé de droit. Et donc, si un linguiste qui parle de langue, c'est considéré comme naturel, parce que par nature, les langues sont des objets linguistiques, est-ce qu'un juriste qui parle de langue, c'est aussi courant? Est-ce que c'est naturel, c'est normal? Et la question qui se pose, c'est est-ce que les langues sont des objets juridiques? Alors, on a déjà la réponse, bien sûr. Poser la question, c'est un peu y répondre, et organiser ce séminaire aussi. Même si, d'emblée, c'est moins évident de dire que les langues sont des objets juridiques plutôt que les langues sont des objets linguistiques, c'est une évidence. Mais les langues sont des instruments de pouvoir. Alors, je vais dire beaucoup de choses en vrac et ça pourra faire l'objet de discussions ou de développement ultérieur. Je vous donne déjà rendez-vous pour plus tard. Mais les langues sont des instruments de pouvoir, je ne vous l'apprends pas. Et donc, elles ont été saisies par le droit. Tout du moins, les langues qu'on appelle officielles, je n'entre pas dans une définition poussée maintenant, je dirais juste que ce sont les langues que les États ont reconnues comme leur langue de communication avec leurs citoyens et entre les pouvoirs publics. Pendant longtemps, le fait que... Alors, souvent, on me pose la question de faire un parallèle entre la religion et la langue. Autant un État peut se passer de religion et se proclamer laïque, autant un État ne peut pas se passer de langue et doit en choisir une ou 2 ou 3, quelques-unes, mais en tout cas pour communiquer. Donc le parallèle est atteint vite ses limites. Et pendant très longtemps, cette question de quelle langue parle l'État ne s'est pas posée dans les textes juridiques. Et pendant très longtemps, on a considéré que ça allait de soi. Donc on ne trouvait pas de dispositions juridiques sur les langues. Tout au long du XXe siècle, avant la Seconde Guerre mondiale, on ne trouvait peu de dispositions sur les langues, sauf dans quelques États où la question était prégnante, je pense à la Belgique par exemple, ou à la Suisse qui a été citée aussi par Alain. Donc on considérait que ça allait de soi, et les dispositions juridiques sur les langues n'étaient pas très nombreuses, mais progressivement, cette question a semblé importante, et les États ont progressivement, dans leurs droits, précisé quelle était la ou leur langue officielle, pour au moins 2 séries de raisons. Une raison pratique,
La raison, pour communiquer avec ses citoyens, l'État devait choisir une ou plusieurs langues et dire laquelle c'était pour que ceux qui s'adressaient à lui dans une autre langue ne puissent pas le faire. Et une autre série de raisons qui est beaucoup plus intéressante ou pernicieuse, c'est une raison plus symbolique, plus politique, à l'heure des nationalismes notamment. La langue choisie par l'État, ou les langues, hein, je parle au singulier ou au pluriel, sont ou est un élément de son identité. Et donc je vous ai fait un petit tour des langues qui sont saisies par le droit dans la Constitution, c'est-à-dire la norme suprême dans un ordre juridique. Et donc de façon pêle-mêle, et je m'excuse par avance de ne pas être exhaustive, la langue de la République est le français. Vous connaissez bien cette disposition, l'article 2 de notre Constitution. Le castillan est la langue espagnole officielle de l'État. Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche, article 4 de la Constitution helvétique. La langue officielle est le portugais, article 11 de la Constitution du Portugal. Alors, cet article de la Constitution de la République d'Irlande mériterait à lui tout seul toute mon intervention cet après-midi. Le gaélique en tant que langue nationale est la première langue officielle. L'anglais est reconnu en tant que seconde langue officielle. Donc on distingue déjà langue nationale et langue officielle, ce qui pour un Français n'est pas naturel de distinguer langue nationale et langue officielle, comme on ne distingue pas l'État et la nation en France. Tout ça est très confus pour un citoyen français. Et puis même si deux langues sont officielles, donc égales, il y en a quand même une qui est première, le gaélique, et l'autre qui est seconde. Donc dans l'égalité, il y a quand même une certaine inégalité. Cette disposition de la Constitution irlandaise à elle toute seule est très intéressante. Alors Alain l'a dit, notre périmètre d'étude est l'Europe, mais permettez-moi pour illustrer ce que je suis en train de vous dire que c'est un phénomène mondial. Les constitutions du monde ont pu se saisir de ces phénomènes linguistiques et déclarer quelles sont leurs langues officielles ou nationales. Évidemment, vous connaissez tous l'exemple canadien. Donc dans la Charte canadienne des droits et libertés, l'article 16 dispose que le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada. Donc, les ordres juridiques dans le monde entier se sont saisis de cette question de langue. Je ne dis pas tous les ordres juridiques. On trouve des constitutions encore aujourd'hui où aucune disposition sur la langue. En Allemagne, aucune disposition sur la langue. Aux États-Unis, aucune disposition sur la langue. Au niveau constitutionnel, pas au niveau juridique global, au niveau constitutionnel, c'est-à-dire dans la norme suprême. Une des conséquences juridiques, puisque nous sommes sur ce rapport partout dans toute discipline et en droit encore de façon peut-être plus prégnante, une notion est consacrée en droit lorsqu'elle entraîne des conséquences juridiques en termes de droit, de devoir, d'obligation, de mesures, de politique à prendre. Et cette notion de langue officielle, je resterai sur celle-là, ce n'était pas l'objet aujourd'hui que j'explore la notion de langue nationale, mais le terme lui-même est déjà très évocateur. La conséquence juridique directe de langue officielle, c'est le devoir de la connaître, devoir de connaître la langue officielle de l'État. Et si je reprends la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la notion d'officialité telle qu'elle est comprise en droit français, c'est la langue qui est utilisée par les services publics. Je vais le schématiser rapidement comme ça. Et aucun particulier ne peut réclamer un droit à utiliser une autre langue que la langue officielle. Donc, la notion de langue officielle entraîne des conséquences juridiques, et notamment le devoir de la connaître, qu'on retrouvera partout. Devoir de la connaître pour que les citoyens puissent communiquer avec les pouvoirs publics, pour que les citoyens puissent comprendre ce que les pouvoirs publics leur imposent, le droit. Nul n'est censé ignorer la loi, comme dit l'adage très connu. Encore faut-il parler la langue de cette loi. Et donc, vous voyez qu'il y a un lien qui est fait entre langue officielle d'un État et le citoyen et son État. La langue officielle devient un lien entre le citoyen et son État, quelque chose qu'on connaît bien déjà dans la littérature. Pour la conception allemande de la nation, je pense à Fichte, la langue est un élément de la nation, dans une conception objective de la nation. Très bien, l'État est unilingue ou plurilingue s'il en reconnaît quelques-unes, mais de par leur histoire personnelle, leur trajectoire personnelle, les citoyens d'un État peuvent très bien avoir une langue autre que la langue officielle de l'État. En France, il y a une fiction selon laquelle tous les citoyens français parlent français. C'est une fiction sur laquelle on repose et sur laquelle tout... Mais cette fiction n'est pas vérifiée à l'épreuve de la réalité. Et il peut y avoir des citoyens qui
qui parlent une langue autre que la langue officielle de l'État. L'État peut être unilingue, je fais évidemment référence à la France dans mon exemple, mais la société qu'il régit peut, elle, être multilingue. Et évidemment, c'est toute la problématique des langues dites minoritaires. Est-ce que ces langues appréhendent est-ce que le droit appréhende ces langues minoritaires? Si oui, comment? Et que reflètent les notions que le droit va utiliser pour ces langues minoritaires? Que reflètent, c'est-à-dire quel contenu juridique, quelles conséquences vont avoir les notions retenues en droit, quelles conséquences juridiques, bien sûr. Ce sera les deux temps de ma présentation. Quelles sont les notions qu'on rencontre en droit pour catégoriser, identifier une langue dite minoritaire? Et quelles sont les conséquences, évidemment, j'ai oublié de mettre juridique, mais c'était sous-entendu pour moi, de ces notions retenues par les droits. Alors, Alain l'a dit et il l'a déjà montré, donc je vais pouvoir passer vite là-dessus. Notre cadre actuel est donné par la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, qui a vraiment relancé toute la réflexion, toutes les études sur les langues régionales, qui existaient déjà dans différents États et en France avant, mais de façon beaucoup plus, en France en tout cas, confidentielle. La loi d'Exxon, quelques commentateurs, mais très peu, et ensuite quelques chercheurs, notamment en droit. Je ne nie pas la littérature en sociolinguistique, je vous parle vraiment de la littérature juridique. J'ai un peu l'impression de faire figure d'extraterrestre en droit quand je dis que mon sujet de prédilection, ce sont les langues régionales. Pour mes collègues juristes, ce n'est pas un sujet. C'est pas un sujet. Donc j'ai un non-sujet, c'est aussi mon originalité. Mais en tout cas, le cadre dans lequel on s'inscrit, c'est le cadre du Conseil de l'Europe, qui utilise l'expression, puisque nous travaillons sur les notions, de langue régionale ou minoritaire. Évidemment, le choix de cette expression est très politique et très aussi rassembleur, puisque Alain l'a dit, la macro-notion que nous avons retenue dans le cadre de notre objet, langue minoritaire, se rencontre assez peu. Se rencontre peut-être en anglais, minority languages, c'est une notion générique qu'on rencontre, mais dans nos droits ou ceux que je vais vous présenter, minoritaire, et vous verrez pourquoi, langue minoritaire n'est pas retenue. Donc la charte, elle, s'intitule langue régionale ou minoritaire. Les deux adjectifs sont ensemble, avec la définition qu'Alain a donnée tout à l'heure, donc je n'y reviens pas. Cette notion régionale territorialisée est minoritaire au sens numériquement inférieur, mais on verra qu'il y a aussi d'autres sens à ce terme minoritaire. Je vous dis bien que c'est un cadre juridique, alors si vous n'êtes pas familier avec le droit, n'ayez pas une vision rigide du droit. Le droit dit ce qui doit être, il ne dit pas ce qui est. Donc voilà la jolie définition proposée par la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Le rapport explicatif est venu un peu éclairer ces dispositions, mais pour autant, il y a des États qui ont ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et qui ont déclaré comme relevant de la protection de cette charte, donc comme qualifiés de langue régionale ou minoritaire, des dialectes de leur langue. Donc ce n'est pas la juriste que je suis qui va critiquer cette qualification, les linguistes peut-être, mais donc vous voyez, elle n'inclut ni les dialectes ni la langue des migrants. Il y a des États qui ont ratifié, qui ont mis dans cette protection des langues des migrants. Mais Alain l'a dit, comment on compte? À partir de quelle date? C'est quoi le seuil? Tout ça est très subjectif. Et puis il y a la marge de manœuvre des États au sein du Conseil de l'Europe. Donc tout cela est le cadre, mais le cadre est largement propice à interprétation et appropriation personnelle de sa lecture de cette définition. Donc certains dialectes ont été reconnus comme protégés par cette... Alors la juriste que je suis, je l'ai dit déjà, elle montre tout à fait son incompétence. Pour la juriste que je suis, ce dialecte est une langue régionale ou minoritaire, si l'État l'a déclaré comme tel dans son instrument de ratification. Pour les linguistes que vous êtes, peut-être pas. Et donc, en entrant dans le droit de certains États, je ne serai pas exhaustive, je ferai les quelques... J'ai mis en rouge les notions que nous rencontrons en droit. La Constitution espagnole, je vous l'ai cité tout à l'heure uniquement dans son alinéa premier pour parler du castillan comme langue espagnole officielle, mais il y a aussi la notion d'autres langues espagnoles, ou à l'alinéa 3, ne les oublions pas, les modalités linguistiques. Alors c'est une traduction littérale de l'espagnol au français. J'ai rencontré d'autres traductions. Là, c'est la richesse de la diversité linguistique de l'Espagne. J'ai trouvé aussi sur des sites officiels de traduction de la Constitution espagnole qui me semble moins faire ressortir vraiment l'idée de l'alinéa 3 qui parlait de ces modalités linguistiques que nous pourrions, nous, retenir comme notion catégorisante de langue minoritaire. Vous le voyez, les autres langues espagnoles peuvent être officielles si les communautés autonomes le décident ainsi.
Et donc, je vais passer dans le droit. Je passe très vite, hein, je n'ai pas sorti, et pour ne pas être trop rébarbative, tous les statuts, toutes les lois, mais en résumé, et sans être exhaustive, c'est la notion de langue propre qui apparaît, Alain l'a dit, dans les statuts des communautés autonomes qui ont consacré leur langue, autre langue espagnole, comme co-officielle dans leur communauté autonome. Cette notion de langue propre, qui, vous l'avez vu, n'apparaît pas dans la Constitution espagnole. C'est vraiment un apport, si je puis dire, des statuts des communautés autonomes, alors même que les statuts des communautés autonomes sont des lois étatiques. Les statuts des communautés autonomes en Espagne, ce n'est pas, comme on pourrait avoir de prime abord envie de penser, un statut pris par la communauté du Pays Basque ou un statut pris par la communauté de Catalogne. C'est une loi prise par les Cortes Generales, c'est une loi qui porte statut de cette communauté-là, qui a été bien sûr négociée, rédigée par les communautés des Pays Basques, les communautés autonomes, pardon, mais qui sont des lois juridiquement nationales, prises par les Cortes Generales, donc qui sont prises au niveau central et global. Donc la notion de langue propre est une notion que l'on retrouve dans le droit national espagnol, pour le dire autrement, même si je vous ai dit tout à l'heure que je ne le retrouvais pas dans la Constitution elle-même. Et donc vous connaissez ces statuts, Alain l'a dit, la langue propre est le catalan, de la Catalogne et le catalan, l'euskera, langue propre au peuple basque, dans l'article 6 du statut du Pays Basque, ou dans la loi forale de Navarre, le castillan et le basque sont des langues propres de la Navarre. Donc vous voyez ces notions que nous rencontrons dans les différents ordres juridiques nationaux. Chaque ordre juridique national, et ça signifie quelque chose bien sûr, aura adopté une notion catégorisante de langue minoritaire qui lui est spécifique, pour ne pas dire propre. Dans la Constitution italienne, alors j'ai fait ma thèse sur les langues régionales ou minoritaires dans les constitutions France, Espagne et Italie, et ce qui m'a marqué dans la Constitution italienne, c'est qu'il n'y a pas de disposition générale sur la langue italienne comme langue de la République ou langue nationale. Donc c'est déjà en soi une interrogation qui s'explique largement par l'histoire, le contexte dans lequel cette Constitution a été adoptée aussi, la suite de la période fasciste, bien sûr. Mais donc c'est l'article 6 uniquement qui dispose ou qui parle, qui évoque la question des langues sous une approche qu'Alain a déjà évoquée. La République protège par des normes particulières les minorités linguistiques, donc on ne protège pas les langues, mais les minorités linguistiques, les groupes de locuteurs qui les parlent. J'y reviendrai dans un instant, puisque là je balaye les notions que j'ai rencontrées en droit, même si je ne suis pas exhaustive, et ensuite les conséquences qu'elles emporteront dans ces ordres juridiques. La Constitution française, vous la connaissez bien. Alors je vous ai mis Constitution française du 4 octobre 1958, puisque c'est notre Constitution actuelle, mais la disposition que je vous cite et que vous connaissez, et qui n'est pas du tout l'article 75 d'ailleurs, c'est -1. J'ai fait ce PowerPoint trop rapidement, je vais le corriger avant de le transmettre à la communication. Cet article, cette disposition a été introduite qu'en 2008. Et je vous ai cité l'article 2 tout à l'heure, c'est une disposition qui a été introduite en 1992, dans un contexte européen de Maastricht. Donc on cite bien la Constitution de 1958, mais n'ayons pas à l'esprit que nous consacrons le français dans notre Constitution depuis 1958, non, juste depuis 1992, quand on a senti la menace de l'Union européenne, une plus grande machine, et ensuite la protection des langues régionales ne date que de 2008. Article 75, donc, excusez-moi, je le rappelle. Donc cette notion de langue régionale est celle que l'on trouve en droit français, au plus haut sommet, dans la Constitution et dans les lois, et c'est la seule qu'on trouve à ce niveau normatif. Je ne vous refais pas un cours de hiérarchie des normes, mais dans les normes les plus élevées du droit français, la seule expression qu'on trouve, c'est l'expression de langue régionale. C'est vraiment celle qui est consacrée. Alain a cité la loi d'Aixonne, j'aurais pu citer la loi Toubon aussi. Je ne vous fais pas toute la... J'ai pu le faire dans d'autres séminaires, mais par exemple, tout récemment, la loi Molac du 21 mai 2021, Alain l'a citée, qui s'intitule « Relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion ». À un autre niveau normatif, plus inférieur, ce qu'on appelle le niveau réglementaire, depuis 2001, l'expression langue de France est apparue. Alors nous sommes dans le contexte de la signature et de la non-ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, après la décision du Conseil constitutionnel, sur laquelle je reviendrai dans un instant. Et dans cette réflexion-là, dans cette réflexion de signature mais non-ratification, le Premier ministre avait demandé
au linguiste Bernard Cerchiglini de faire une liste de ces fameuses langues régionales. On s'attendait à ce qu'il n'y en ait pas beaucoup. Et le linguiste Bernard Cerchiglini en a énuméré 75, certes 54 outre-mer, Alain l'a dit, mais quand même 21 dans l'Hexagone. Et le linguiste Bernard Cerchiglini s'est trouvé assez gêné aux entournures d'appeler son rapport langue régionale, et donc il les a appelés les langues de France, pour éviter sur la définition elle-même, sur ce caractère d'historicité, cette date. Certains disent qu'il faut que les langues soient présentes sur le territoire de la République avant le français, concomitamment au français. Donc c'est très... et donc la langue des migrants, évidemment, les langues des migrants sont exclues, mais ce curseur historique est évidemment pas le même d'un État à un autre et d'un interlocuteur à un autre. Et donc, suite à ce rapport de Bernard Cerchiglini, qui s'intitulait « Les langues de la France », cette expression de langue de France va faire son apparition, va être consacrée dans un décret en 2001, au niveau réglementaire, puisque la DGLF, que vous n'avez peut-être pas connue sous ce nom-là, mais la Délégation Générale à la Langue Française est devenue la DGLF-LF, Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France. Et là, j'attire votre attention parce que c'est assez rare en droit. Il y a très peu de définitions en droit. Quand vous tombez sur une notion clé, le droit se sort de l'impasse ou du casse-tête que c'est de le définir et ne le définit pas. Là, nous avons une définition de ce qu'est une langue de France. Je vous la laisse et je vous la livre derrière moi. Langue de France, c'est-à-dire les langues autres que le français. Donc, le français n'est pas une langue de France, si je lis littéralement le texte, hein, qui sont parlées sur le territoire national et font partie du patrimoine culturel national. Nous avons une définition. Alain a donné des éléments définitoires tout à l'heure, et nous avons donné cette définition. Vous comprenez déjà les limites qu'elle peut avoir, puisque donc le français n'est pas une langue de France, par exemple, si je m'en tiens au titre de cette. Et en effet, les langues de France, la DGLF devient la DGLF-LF, et nous allons, je disais, niveau normatif supérieur, retrouver que l'expression langue régionale, notion langue régionale, et niveau normatif inférieur, nous allons trouver la notion de langue de France. Pour le dire autrement aussi, langue régionale est souvent utilisée par le ministère de l'Éducation nationale, et langue de France est souvent utilisée dans le jargon du ministère de la Culture, avec une séparation et une distinction que je fais devant vous en tant que doctrine, puisque j'ai évidemment trouvé des arrêtés de l'Éducation nationale qui parlaient de l'enseignement de langue de France. Donc ce que je dis n'est pas quelque chose qui a été pensé en amont ou qui a été radicalement tranché comme cela. L'expression langue de France peut faire quelques incursions dans le domaine de l'éducation nationale, mais c'est souvent l'expression langue régionale que nous retrouvons. Et langue de France, Alain l'a dit aussi, se veut une notion plus large que la notion de langue régionale, puisque lorsque vous allez sur le site du ministère, c'est présenté, les langues de France sont, et il y a 3 sous-catégories, langue régionale, dans laquelle il y a les langues d'outre-mer, langue non territorialisée, et donc pas régionale au sens littéral du terme, et langue de signes française. Donc pour le ministère de la Culture, l'expression langue de France, la notion de langue de France, est une notion plus large qui englobe langue régionale, langue non territorialisée et langue des signes française, en passant les 75 langues qui ont été recensées par Bernard Cerchiglini en 1999 ont été complétées depuis. Donc la liste actuelle d'aujourd'hui, et on est à 81 ou 82 langues, j'ai arrêté le compte, mais on a rajouté d'autres langues qui n'étaient pas dans la liste de Bernard Cerchiglini. Sur notre base catégorisation des langues minoritaires en Europe, qu'Alain a construite il y a 15 ans avec des collègues juristes et linguistes, j'ai une pensée pour Antoine Pascot, qui a été aussi la cheville ouvrière de cette base que vous connaissez peut-être. Je pensais aller vous les montrer, mais si vous me permettez, comme ça on laisse plus de temps à la discussion, ce sera plus intéressant que je ne le fasse pas, et techniquement pour ne pas faire de bêtises non plus. Sur cette base de données, toute l'équipe a recensé dans les textes linguistiques, juridiques, des notions catégorisantes de langue minoritaire. Évidemment, la base n'est pas exhaustive, mais dans les documents qui ont été traités, sur 557 notions au total de la base, il y a 56 notions juridiques qui ressortent. Ça ne veut pas dire que nous retrouvons des notions aussi en linguistique,
Et surtout, les documents linguistiques sous le contrôle d'Alain ont été plus nombreux à être travaillés que les documents juridiques, donc ce n'est pas en soi un marqueur, mais il y a 56 notions juridiques qui apparaissent sur la base. Nous retrouverons les notions de langue propre, les notions de langue de minorité linguistique, les notions de langue régionale, bien sûr. Nous ne rencontrons par contre pas la notion de langue minoritaire. En tout cas, dans les droits que j'ai évoqués avec vous, Minority Languages apparaît en anglais, mais pour les droits qui nous intéressent. Et pourquoi? Pourquoi la macro-notion que nous avons pourtant retenue, nous, scientifiques, n'apparaît pas dans les droits? Parce qu'elle est évidemment très largement connotée. C'est un adjectif très connoté, minoritaire. Au revoir. Connoté déjà, je vais commencer par ça, subjectivement, changeons un peu de perspective. De la part d'un locuteur, un locuteur qui parle une langue, subjectivement, se penser comme une minorité, cela est un peu quelque part se penser comme inférieur. Donc ce n'est pas un locuteur de langue minoritaire qui vous dirait spontanément ma langue, je parle une langue minoritaire, et qui qualifierait spontanément sa langue de minoritaire. Ça, c'était le premier aspect un peu subjectif. Et puis surtout, juridiquement, je reviens sur mes terrains plus confortables, qui dit langue minoritaire suppose la reconnaissance d'une minorité. Or, juridiquement, le terme minorité, Alain l'a dit, est une problématique internationale marquée. La France, dans ce contexte, depuis toujours, si je peux prendre cette généralité abusive, ne reconnaît pas de minorité dans son droit. Par exemple, dans les différents instruments internationaux qu'elle signe, je vous ai mis plusieurs exemples, le pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies de 1966 reconnaît en son article 27, dans les États où il existe des minorités, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées de droits. Je ne vous lis pas tout pour ne pas être trop lourde ni prendre trop de temps. La France a bien évidemment ratifié ce pacte important, instrument de protection des droits de l'homme important au niveau international, mais comme cela est permis dans le droit international, la France a émis ce qu'on appelle une réserve en disant « Je ratifie ce pacte, mais pour moi, l'article 27 ne s'appliquera pas chez moi parce qu'il n'y a pas de minorité. » Donc, ça tombe bien, l'article 27 commence par « dans les États où il existe des minorités ». Donc, la France s'est cachée derrière « moi, je n'ai pas de minorité chez moi ». Même exemple avec la Convention relative aux droits de l'enfant, même réserve de l'État français, nous sommes en 86, même réserve, dans les États où il existe des minorités, pour les enfants, un enfant ne peut se voir privé de ses droits, notamment linguistiques. La France va émettre la même réserve, il n'y a pas de minorité chez moi. Pourquoi la France ne reconnaît pas de minorité? La France ne reconnaît pas de minorité parce que dans le récit narratif de l'État français, le peuple français est un. Je vous renvoie, et on pourrait en rediscuter, mais ça me semble tellement connu, et Alain le sait aussi tellement. Ça avait été dit avec force en 1991, au moment où la Corse souhaitait dans son statut qu'on reconnaisse un peuple corse. Et le Conseil constitutionnel a dit, il n'existe pas de peuple corse, il n'existe qu'un seul peuple, le peuple français. Donc il n'y a pas de minorité parce qu'il n'y a qu'un seul peuple, le peuple français, il n'y a pas de subdivision du peuple français. Donc, en parallèle de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, au sein du Conseil de l'Europe, une autre convention avait été signée et adoptée dans la même période, dans les fins des années 90, c'était la Convention cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l'Europe. Et dans son analyse, dans son interprétation de cette convention cadre, non pas le Conseil constitutionnel, mais si ce n'est lui, c'est donc son frère, comme dirait Jean de La Fontaine, le Conseil d'État, dans un avis du 6 juin 1995, ne dit rien d'autre que la loi fondamentale, donc la Constitution française, refuse de reconnaître toute catégorie autre que le peuple français, composé de tous les citoyens français, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Le Conseil d'État n'a pas mis de langue, mais on le retrouve dans d'autres de ses avis. Et donc, la Convention cadre pour la protection des minorités nationales, là encore, est considérée comme sans objet en France, puisque nous n'avons pas de minorité nationale. Je l'ai dit tout à l'heure, mais ça reprend exactement cette notion de minorité. Dans sa décision sur la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, toute l'interprétation du Conseil constitutionnel
était de dire que la Charte européenne confère des droits spécifiques à des groupes. Vous apprécierez les guillemets utilisés par le Conseil constitutionnel pour utiliser ce mot tabou de groupe, de locuteurs de langue régionale ou minoritaire, à l'intérieur de territoires, tous ces mots qui sont explosifs, dans lesquels ces langues sont pratiquées, portent atteinte au principe constitutionnel d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français. Vous voyez comme l'artillerie est lourde et comme les langues minoritaires en droit, la problématique des langues minoritaires en droit menace nos fondements même, notre indivisibilité, notre égalité, notre unicité. Donc c'est vraiment un sujet, et la décision du Conseil constitutionnel sur la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires a été jugée majoritairement comme une décision plus politique que juridique, parce qu'en délivrant cette interprétation, le Conseil constitutionnel s'est affranchi des règles qui existent en droit international d'interprétation par un juge national d'un instrument international. Normalement, le Conseil constitutionnel aurait dû se référer au rapport explicatif qu'Alain a cité, et dans ce rapport explicatif, il était très clairement dit que les droits reconnus par la Charte européenne étaient des droits individuels et non pas des droits collectifs. Je reviens sur cette problématique dans une seconde sur la slide d'après. Permettez-moi de ne pas le développer maintenant. Donc voilà la position de l'État français, il n'y a pas de minorité, donc évidemment vous ne rencontrerez pas en droit français la notion de langue minoritaire, puisque cela signifierait qu'il existe des minorités, ce qui n'est évidemment pas le cas. Ce n'est pas compatible avec un État unitaire, une unité politique, une unité linguistique. C'est passionnant, mais je ne referai pas toute l'histoire de la langue française et de la Révolution française, notamment, qui a été le nœud névralgique. Voilà donc les notions, sans que mon panorama n'ait été exhaustif, hein, je suis d'accord, hein, et c'est tout l'objet de la discussion que j'ai avec Alain depuis plus de 15 ans. Ces notions utilisées en droit ont des contenus et des conséquences juridiques, bien sûr. Par exemple, la notion de langue propre qu'on reconnaît en Espagne a une idée d'antériorité. La langue était là sur le territoire avant quoi? Ou avant l'article 3 de la Constitution espagnole, déjà, avant ce moment fatidique. Une idée de propriété qui entraîne automatiquement, Alain l'a dit, sur le terrain juridique, des conséquences juridiques, une qualité de langue officielle. La notion de langue propre en Espagne est synonyme ou automatiquement synonyme de langue officielle, et donc juridiquement, le devoir de la connaître, le droit de l'utiliser, et toutes les mesures et toutes les politiques qu'il faut être prises pour que cette langue soit présente dans la sphère publique. La sphère familiale et la sphère privée dans une démocratie où la liberté prévaut, ce n'est pas un sujet. Bien sûr que dans la sphère familiale et privée, vous employez la langue que vous voulez dans un État libre et démocratique. En revanche, dans la sphère publique, c'est là que la problématique se pose avec force. Donc la notion de langue propre en Espagne, juridiquement, signifie langue officielle, co-officielle, langue propre du territoire dans lequel elle est déclarée propre, donc co-officielle, avec devoir de la connaître, évidemment enseignement obligatoire, toutes ces mesures de politique, de normalisation, pour reprendre la terminologie des lois linguistiques espagnoles, je vais les appeler comme ça rapidement. On a déjà évoqué la notion de minorité linguistique en Italie et les conséquences qu'elle entraîne en droit, et c'est maintenant que je vais venir sur cette notion de droit collectif. La notion de minorité linguistique en Italie, c'est précisément ce que le droit français ne veut pas faire, une reconnaissance de droit collectif pour les locuteurs. Droit collectif, permettez-moi de faire une petite précision à ce moment-là qui me semble utile. Il y a deux conceptions possibles, deux acceptions possibles de ce qu'on appelle les droits collectifs. La première acception, la plus évidente, c'est des droits dont le titulaire est un collectif, le droit dont le titulaire est un groupe, donc le droit des minorités. En revanche, et ça le droit français n'en reconnaît pas, en revanche, et le seul droit collectif qu'on cite en droit international, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est un droit qui appartient à un groupe, un peuple, de disposer de lui-même. Sinon, dans nos états de droit, dans nos démocraties occidentales, dans nos théories des droits de l'homme, les droits sont des droits individuels, dont chaque individu, chaque citoyen, chaque individu, qu'il soit citoyen ou pas, je pense aussi aux nationaux et aux étrangers dans un État, en tout cas, les droits de l'homme sont conçus dans nos sociétés comme des droits individuels que nous pouvons chacun individuellement aller en justice pour en demander la protection.
Et donc, la deuxième définition, la deuxième conception de droit collectif, ce sont des droits qui s'exercent collectivement, qui sont des droits individuels, mais qui s'exercent collectivement. Je vais vous donner un exemple très clair pour tout le monde. La liberté d'association ou la liberté de réunion sont des droits individuels. J'ai un droit individuel d'avoir la liberté. Et en même temps, qui s'exercent collectivement, sauf si je ne suis pas toute seule dans ma tête, en général, on s'associe à plusieurs, on se réunit à plusieurs, mais ça reste des droits individuels. Donc des droits collectifs sous cet angle-là, c'est bien sûr reconnu en France, mais ça reste, je l'ai dit, des droits individuels. La problématique, c'est lorsque, c'est le premier sens qui est problématique, des droits collectifs au sens dont le titulaire est un collectif. Et donc, se pose souvent la question de la justiciabilité des droits. Si ce sont des droits collectifs dont le titulaire est un collectif, qui va aller en tribunal pour défendre ces droits-là? Donc il faudra un représentant de ce collectif, ou est-ce qu'un locuteur, si un locuteur individuellement peut aller en justice pour défendre ce droit, ça devient un droit individuel. Et c'était le sens de la charte. Dans la charte, les droits reconnus aux locuteurs, c'était des droits individuels. Collectif au sens de, vous parlez normalement pas trop tout seul, mais collectif au sens où qui s'exerce collectivement, mais évidemment, ça restait des droits individuels, et le rapport explicatif le dit clairement, noir sur blanc. Il faut vraiment avoir voulu faire preuve de mauvaise foi, comme le Conseil constitutionnel l'a fait, pour dire que c'était des droits reconnus à des groupes. Non. La notion de langue régionale en France, sa notion juridique, quelles sont ses conséquences juridiques? Alain l'a évoqué aussi, bien sûr. Il y a derrière une idée de territorialisation pour cantonner géographiquement cette langue, la limiter. Donc la langue française est la langue de tout le territoire national de la République, à une expansion géographique très large. En revanche, les langues régionales, on les cantonne géographiquement. Et en droit, mais j'y reviendrai pas là-dessus, mais c'est intéressant comme problématique, c'est la distinction entre principe de territorialité et principe de personnalité. Alain l'a évoqué pour le berbère à l'instant dans sa présentation. Je pourrais y revenir dans la discussion, mais un principe de territorialité, la reconnaissance de la langue ne vaudra que sur les territoires où elle a été reconnue. Le principe de personnalité suivra le locuteur de cette langue, où qu'il soit sur le territoire national. Donc, c'est rare de rencontrer un principe de personnalité, un peu en Belgique, et je vous avoue que c'est assez complexe. Évidemment, la notion de langue régionale renvoie au mot région, et il renvoie au mot région historique. On retrouve la notion d'historicité parce qu'il ne recouvre plus du tout, en plus en 2024, à l'heure où je vous parle, la notion de région administrative, les 12 régions qui restent depuis la réforme de la loi NOTRe, même si l'expression existe depuis les 26 régions qui existaient avant. En tout cas, ça n'a jamais été des régions au sens administratif du terme dans le découpage territorial de la France. Ça a toujours été des régions linguistiques et des régions historiques. Donc cette territorialisation est contenue dans la notion de langue régionale. Et il y a aussi une idée de patrimonialisation, parce que dans langue régionale, il y a langue des terroirs, il y a langue historique, je l'ai dit tout à l'heure, et vous l'avez vu dans l'article 75-1, les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. C'est une vision très patrimoniale, et donc qui révèle une approche culturelle. Et cette notion de langue régionale, avec sa territorialisation, est aussi une façon pour le droit français de minoriser ces langues-là, de les minorer, de les minoriser, parce qu'évidemment, il n'est pas question qu'elles aient le statut de la langue française. Et donc, politiquement, juridiquement, cette reconnaissance, mais des mesures souples, que je qualifierais de souples, on peut les reconnaître, on peut les enseigner, mais de façon facultative, pas obligatoire. Il y a une certaine tolérance dans donc évidemment, enseignement facultatif et pas obligatoire, et donc, pour ne passer vite, parce que je voudrais plutôt qu'on discute, la pratique de l'immersion, vous avez suivi cet épisode, n'est pas possible dans l'enseignement, dans l'école publique. Alors là, dans le service public de l'enseignement, ça avait été aussi la problématique de la dernière décision du Conseil constitutionnel. J'y reviendrai après, ce n'était pas l'objet de mon propos à ce moment-là de mon intervention. Une tolérance, donc on accepte bien une signalisation bilingue si on ne menace pas le français, mais on refuse les signes diacritiques à l'état civil dans lequel on pourrait faire entrer des tildés, des accents qui n'existent pas dans la langue française. Ça aussi, ça a été très critiqué, parce qu'on a eu un ministre de l'Intérieur qui s'est appelé Nunez, j'ai plus son prénom au moment où j'en parle là, le ministre de l'Intérieur qui s'appelait Nunez, et dans son décret de nomination, il y avait un tilde sur son N.
Et on nous explique que, mais non, c'est pas dans la... Alors, avec l'informatique et les moyens modernes, tout ordinateur a un tilde maintenant, donc c'est vraiment une problématique dépassée. Voilà, signalisation bilingue, je ne reviens pas sur toute la jurisprudence où le français doit être plus gros, plus lisible, en premier. Donc voilà les mesures souples que la notion de langue régionale implique en droit français. Donc on se rend compte, j'espère que ça a transparu pendant tout mon propos, que les notions juridiques qui sont employées pour catégoriser les langues minoritaires reflètent le statut juridique qui leur sera accordé. On utilise la notion de performative en droit. Une notion performative, c'est une notion qui va apporter quelque chose et qui va permettre quelque chose qui va être active et utile. Donc plus une notion plus ou moins performative, la notion de langue propre est performative en droit espagnol. La notion de langue régionale en français, en droit français, pas beaucoup. Donc plus les notions sont plus ou moins performatives et plus le statut sera plus ou moins protecteur. Vous avez vu, langue propre, statut de langue officielle, statut le plus protecteur possible, puisque la langue a droit de citer dans la sphère publique, alors que le statut de langue régionale, c'est vraiment un statut plus minime. Et donc, vous l'avez vu, j'espère que cela transparaît un peu, notamment dans la décision du Conseil constitutionnel ou du Conseil d'État, ça transparaît beaucoup, que cette question des langues minoritaires en droit est une question taboue, encore, même si nous sommes quelques... Alors, je vous avoue que je peux compter sur les doigts d'une main les juristes qui se sont penchés sur ces questions de langue minoritaire. Avant la Charte européenne, une personne. J'ai trouvé une thèse. Et après la Charte des langues régionales ou minoritaires, on est 4 ou 5 maintenant. Je pense qu'Alain et moi, on peut les citer, nos collègues juristes qui travaillent sur ces sujets-là, pour vous dire comme ça n'intéresse pas la recherche ou la littérature juridique, parce que c'est un non-sujet, parce que c'est un impensé, parce que c'est en marge de toutes les problématiques juridiques prégnantes, parce que c'est une question qui est au cœur de la problématique de l'identité de l'État. Or, la doxa, la France est un pays très dogmatique. La doxa de l'État français, c'est l'unité de l'État, un État unitaire, une unité politique, une unité linguistique. La problématique de l'appartenance nationale, dire qu'on parle une langue autre que la langue française, langue officielle, c'est remettre en cause notre appartenance, ou en tout cas c'est menacer la cohésion nationale, c'est perçu comme tel, je ne dis pas que c'est ça, je ne donne pas... Et évidemment, nous l'avons vu dans la décision du Conseil constitutionnel, c'est aussi au cœur de la problématique de la conception du peuple, le peuple français, alors que vous l'avez vu, en Espagne, non, je vous l'avais vu, je ne l'ai pas mis, mais on le sait, dans le préambule, la Constitution espagnole, elle n'a pas toutes les préoccupations ou tous les soucis esthétiques, si je puis dire, français, d'utiliser un peuple, des peuples, une nation, des nationalités, et d'utiliser un singulier et des pluriels. Donc il peut y avoir un peuple espagnol et des peuples espagnols dans la Constitution espagnole. En France, cette articulation-là n'est absolument pas concevable, encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, alors que mon angle d'approche de juriste, c'est de ne plus voir cette question des langues sous l'angle de la forme de l'État, de menace à l'unité de l'État, mais de le voir sous la forme des droits fondamentaux, puisque les locuteurs, est-ce que la liberté d'expression, est-ce que le droit à l'éducation, est-ce que le droit à la santé, le droit à la justice, à la défense en justice, est-ce que ces droits-là qui sont proclamés par l'État français sont respectés quand un locuteur, et ça existe encore même pour un citoyen français, ne maîtrise pas suffisamment le français et préfère utiliser sa langue locale, maternelle, minoritaire, régionale. Je pense à un Réunionnais qui ne maîtrise pas le français. Il y a des exemples dans la jurisprudence, dans les tribunaux. Il y a aussi des exemples en Nouvelle-Calédonie. Il y a des Kanaks qui ne parlent pas ou qui ne maîtrisent très peu le français. En Guadeloupe, en Guyane, certains Amérindiens. Donc, contrairement à ce que pense l'État français, il y a des citoyens français qui ne maîtrisent pas le français. Et il est très difficile, dans les affaires qui sont passées au tribunal, il est très difficile pour eux de renverser la présomption selon laquelle ils ne parlent pas français, parce qu'on va leur dire, vous avez été scolarisé dans le système français, donc vous avez reçu votre scolarisation en langue française, donc vous le maîtrisez, alors que les résultats étaient mauvais, qu'ils soient en échec scolaire et en illettrisme, puisque l'illettrisme est 3 fois plus élevé dans les Outre-mer que dans l'Hexagone. Tout ça, évidemment, n'entre pas en ligne de compte pour le juge. Et donc, il est très difficile pour un locuteur d'une langue d'outre-mer qui maîtrise mieux sa langue maternelle que la langue française, de renverser cette présomption qu'il ne parle pas, qu'il ne maîtrise pas le français, et de se faire adjoindre un interprète
alors qu'un anglais, un allemand ou un espagnol qui ne maîtrise pas du tout le français, lui, se verrait tout de suite adjoint un interprète. Donc un citoyen français aurait moins de droits sous cet aspect-là qu'un étranger qui arriverait en France. Donc voilà toutes les problématiques que je voulais vous livrer. Je m'excuse si j'étais un peu longue, j'espère quand même qu'il reste du temps pour qu'on discute. Et évidemment, je terminerai là-dessus, et vous l'avez compris, cette question des langues minoritaires est éminemment politique, et quelque chose que je n'ai pas mis sur mon PowerPoint, parce que c'est en écoutant Alain que j'y pense. Si vous avez compris quelque chose de ces regards croisés, vous avez donc compris qu'une langue minoritaire en sociolinguistique peut être une langue minoritaire en droit, qu'une langue minoritaire en droit peut ne pas être une langue minoritaire en linguistique. Je pense au catalan en France. Le catalan est une langue minoritaire, mais que je sache, linguistiquement, le catalan n'est pas une langue minoritaire. Et une langue minoritaire en droit peut ne pas être, ou au contraire, nous pouvons faire toutes les équations possibles. Donc une langue minoritaire en sociolinguistique peut ne pas être une langue minoritaire en droit aussi. Par exemple, je pense au gaélique, qui pourrait être une langue minoritaire en nombre de locuteurs, et qui pourtant en droit est une langue majoritaire, si je puis dire, ou en tout cas qui reçoit toute la protection officielle de l'article 8 de la Constitution de la République d'Irlande. Je vous remercie. Je vais m'arrêter là.